Le cancer colorectal reste un sujet majeur de préoccupation en termes de santé publique, avec actuellement encore en France 40 000 nouveaux cas par an. C'est par ordre de fréquence chez la femme le deuxième cancer après le sein et chez l'homme le troisième après le poumon et la prostate. Prise en charge suffisamment tôt, nous en guérissons une majorité. Mais hélas, nous avons à traiter encore trop souvent des formes métastatiques plus sévères et chaque année en France, environ 16 000 patients meurent avec un cancer colorectal compliqué. D'où l'importance d'un parcours de soins rigoureux, d'où l'importance de poursuivre une politique de dépistage, car nous connaissons la séquence adénome-cancer qui se fait sur environ 5 à 10 ans, avec tout d'abord une muqueuse, un épithélium normal, puis l'apparition de cryptes anormales, l'apparition d'adénomes, l'apparition d'un petit cancer et hélas tardivement l'apparition d'un cancer sévère avec métastase hépatique ou pulmonaire. Quels sont les éléments qui doivent attirer votre attention? Tout d'abord des symptômes et avant tout la présence de sang dans les selles sous toutes ses formes, mais également des troubles du transit qui apparaissent comme inhabituels, des diarrhées, des constipations, une alternance entre les deux. Mais également des douleurs qui se répètent de manière un peu inexpliquée et qui n'existaient pas auparavant. Vous pouvez également faire partie d'un dépistage. C'est la recherche de sang dans les selles par un test dit hémoculte, en sachant que c'est un test qui est simple, qui est acceptable par tous, qui est peu coûteux. S'il est positif, la coloscopie s'impose d'emblée. S'il est négatif, il doit être répété tous les 2 ans. Mais hélas, un hémoculte négatif ne peut éliminer le diagnostic. Enfin, vous devez être vigilant si dans votre famille il y a des antécédents de traitement d'un cancer colorectal ou des antécédents de polypectomie pour adénome du côlon. Devant l'apparition d'un ou plusieurs de ces signes d'alerte, vous devez consulter assez rapidement. Tout d'abord pour un examen clinique, l'examen du patient qui reste essentiel avec un interrogatoire à la recherche des antécédents personnels ou familiaux de cancer ou de polypes, la palpation de l'abdomen, mais surtout sur le toucher rectal qui reste essentiel pour les tumeurs basses situées. Et hélas, l'absence ou le retard de ce toucher rectal a condamné de nombreux patients. Et puis très vite la coloscopie. La coloscopie qui est un examen réalisé sous anesthésie générale qui vous immobilise moins d'une demi-journée, qui est totalement indolore et parfaitement bien toléré. Cet examen, cette coloscopie, est l'exploration de l'ensemble du cadre colique et du rectum par un endoscope muni de caméras de très haute définition et avec un canal opérateur qui permet de réaliser des gestes et surtout les biopsies aussi bien des petites lésions bénignes comme les polyadénomes qu'une biopsie au niveau d'un cancer. Un autre examen est apparu qui est le coloscanner, moins invasif, sans anesthésie générale, mais qui ne permet pas les biopsies et qui a donc, à ce stade du diagnostic, une certaine limitation dans les indications. Le diagnostic de cancer colorectal est déjà très vraisemblable sur la description de la coloscopie et va rapidement être confirmé par le résultat des biopsies. À ce stade, il faut réaliser un bilan radiologique, un bilan morphologique pour connaître à quel stade en est le cancer, avec 2 types de recherches, une extension locale autour du cancer et une extension à distance qui est la recherche de métastases. Quel que soit votre niveau d'avancement dans ce parcours de soins, que ce soit des signes cliniques initiaux, que ce soit une coloscopie déjà réalisée ou un bilan en cours, nous vous prenons en charge dans notre département avec une règle absolue dans ce type de pathologie qui est une durée d'attente courte qui doit être toujours inférieure à 8 jours. Alors, les techniques d'imagerie disponibles à la Pitié-Salpêtrière permettent de prendre en charge la totalité du processus de diagnostic et de traitement du cancer du côlon. Le scanner, c'est la pierre angulaire des techniques d'imagerie dans la prise en charge du cancer du côlon. Ça sert tout d'abord à dépister les lésions précancéreuses en complément ou en remplacement de la coloscopie vraie par détection des polypes. On reconstruit en 3D à l'intérieur du côlon et on navigue virtuellement à l'intérieur de ce côlon pour rechercher ces polypes. Le scanner est également indispensable pour faire le bilan d'extension du cancer du côlon une fois qu'il a été diagnostiqué, en particulier pour rechercher des métastases dans le poumon ou dans le foie et pour faire le bilan d'extension de la tumeur autour du côlon dans la cavité abdominale.
Le scanner est également indispensable pour planifier au mieux les interventions lorsqu'il existe des métastases hépatiques, car il va permettre de calculer la quantité de foie qu'il va rester afin de minimiser les complications post-opératoires et d'informer le chirurgien de ce qu'il peut faire ou ne pas faire. Enfin, le scanner intervient bien évidemment dans le suivi après le traitement à la recherche de nouvelles métastases ou d'une récidive locale dans la cavité abdominale. Alors, l'IRM, c'est une technique plus spécialisée qui ne va pas être utilisée de première intention, mais souvent pour résoudre des problèmes posés par l'échographie ou le scanner. Par exemple, lorsque l'on découvre une lésion dans le foie, il ne s'agit pas toujours d'une métastase, et c'est souvent l'IRM qui va permettre de dire s'il s'agit d'une maladie en rapport avec le cancer du côlon ou de quelque chose de tout à fait différent qui pourra être négligé. Le PET scanner peut également être utilisé pour faire le bilan d'extension de la maladie avant l'intervention ou pour faire la recherche d'une récidive après l'intervention en complément du scanner et de l'IRM lorsque l'on en a besoin. Les premières consultations à la Pitié avec notre équipe d'oncologie est un temps fort des relations de confiance que nous devons créer entre vous et l'équipe soignante. C'est le temps d'annonce du diagnostic, d'annonce des différentes étapes thérapeutiques. Cette annonce vous implique avec le médecin, que ce soit un chirurgien, un oncologue, un radiothérapeute, mais implique également un dispositif que nous mettons à votre disposition et en fonction de vos besoins. Dans ce dispositif, vous pouvez faire appel à un psychologue, à un stomathérapeute, à un diététicien, à un kinésithérapeute et surtout à un nouvel acteur du parcours de soins en cancérologie, qui est l'infirmière de coordination en cancérologie. Nous sommes 3 infirmières de coordination en cancérologie au sein du service de chirurgie digestive du professeur Hanoun à la Pitié-Salpêtrière. Notre rôle est d'accompagner le patient pendant la phase thérapeutique initiale et pendant la phase dite d'après-cancer. Nous sommes à sa disposition à tout moment pour répondre à ses questions, pour faciliter son parcours de soins et pour coordonner les différents soins de support, diététicien, assistante sociale, psychologue, stomathérapeute. Nous assurons également le lien entre le patient, son chirurgien, son médecin traitant et tous les autres acteurs de soins impliqués dans son parcours. Grâce à cette présence quasi permanente, le patient n'est jamais seul face à ses difficultés. Le traitement chirurgical reste au centre de la prise en charge d'un cancer colorectal. Mais les améliorations progressives viennent pour une large part d'associations thérapeutiques incluant des chimiothérapies et de la radiothérapie, que ces chimiothérapies et ces radiothérapies soient réalisées avant la chirurgie, traitement néoadjuvant, ou après la chirurgie, traitement adjuvant. La prise en charge médicale de ces patients, une fois l'opération de colectomie réalisée, nécessite généralement des traitements complémentaires que l'on appelle la chimiothérapie adjuvante. Cette chimiothérapie a fait des progrès énormes et aujourd'hui, l'espérance de guérison dans la plupart de ces cancers-là dépasse largement les 70-75%. Malheureusement, dans les autres cas où la guérison n'est pas accessible, lors de la rechute, il existe encore aujourd'hui des chances de guérir grâce à la fois à une combinaison d'actes chirurgicaux qui peuvent enlever les métastases, qui peuvent enlever la rechute et de d'autres traitements médicaux également extrêmement performants qui aujourd'hui sont capables d'obtenir non seulement une rémission mais dans certains cas une véritable guérison, une deuxième chance. La radiothérapie externe dans les cancers du rectum a pris ces dernières années une place importante en association avec la chirurgie. Grâce au progrès de la radiothérapie, des techniques modernes d'irradiation, la tolérance à ce traitement s'est considérablement améliorée avec des effets maintenant mineurs. La radiothérapie est effectuée le plus souvent avec une chimiothérapie en même temps que les rayons, dite concomitante. C'est une chimiothérapie à petite dose, généralement elle aussi bien tolérée. Son but est de moduler l'effet des rayons et d'augmenter l'efficacité antitumorale. La radiothérapie dure 5 semaines et l'acte opératoire n'est effectué qu'après un intervalle libre de repos de 5 à 8 semaines. Cet intervalle libre est important. Il permet d'une part aux réactions inflammatoires créées par la radiothérapie de disparaître et de ne pas gêner l'acte chirurgical. Et d'autre part, la réponse tumorale est différée et est maximale vers la 5e, 6e semaine. Et donc il est important de savoir attendre cette réponse optimale.
Cette radiothérapie est actuellement réalisée essentiellement en préopératoire, car elle est beaucoup mieux tolérée lorsqu'elle est faite en préopératoire qu'en post-opératoire, avec un risque de toxicité tardive faible. L'intérêt de la faire en préopératoire, c'est qu'elle va permettre de diminuer le volume tumoral et permettre au chirurgien d'opérer beaucoup plus facilement au large. Par ailleurs, elle va diminuer le risque de rechute locorégionale. Dans le traitement du cancer colorectal, la chirurgie conditionne pour une large part les résultats, en particulier sur le risque de récidive locorégionale. Nous avons dans ce domaine développé des techniques chirurgicales innovantes et de recours qui ont totalement transformé les résultats carcinologiques, mais également les résultats fonctionnels et la qualité des suites opératoires. Nous allons vous donner 3 exemples. Dans le traitement du cancer du rectum, nous avons développé la chirurgie conservatrice du sphincter anal, c'est-à-dire de maintien de la fonction digestive normale sans anus artificiel, en tout cas sans anus artificiel définitif. Et les résultats fonctionnels sont excellents, ainsi que les résultats carcinologiques. Deuxième exemple, dans la prise en charge des métastases hépatiques d'origine colorectale, nous avons introduit des techniques issues de la transplantation hépatique qui permettent aujourd'hui de resséquer des métastases qui, voici quelques années, étaient considérées comme non curables. Enfin, dans la prise en charge du cancer colorectal, nous développons actuellement la chirurgie micro-invasive, en particulier par célioscopie. La chirurgie célioscopique ou laparoscopique est une chirurgie mini-invasive qui consiste à réaliser une intervention avec l'aide d'une caméra et d'instruments qui sont introduits dans le ventre par l'intermédiaire de trocars. Ça offre au chirurgien une très bonne vision et ça lui permet de réaliser des interventions, même complexes, en toute sécurité. Concernant plus spécifiquement le traitement des cancers colorectaux, eh bien, plusieurs études ont démontré que la chirurgie célioscopique a des avantages par rapport à la chirurgie conventionnelle par laparotomie. Parmi ces avantages, eh bien, elle permet d'éviter les grandes cicatrices abdominales, elle permet de réduire les douleurs post-opératoires, elle permet de réduire le taux de complications post-opératoires, elle permet une reprise plus rapide du transit et donc autorise une reprise plus précoce de l'alimentation. Elle permet également de diminuer la durée d'hospitalisation, la durée de convalescence, permettant ainsi aux patients de reprendre plus rapidement leur activité professionnelle. Bien entendu, ces études ont montré que la célioscopie était efficace en termes carcinologiques, avec des résultats identiques à ceux obtenus par la chirurgie conventionnelle par laparotomie. La période périopératoire est une étape essentielle de votre parcours. Que la chirurgie soit initiale ou que la chirurgie soit secondaire à un autre traitement, radiothérapie ou chimiothérapie. Nous attachons une grande importance au déroulement de cette période à tous ces stades. Tout d'abord, l'accueil et les conditions d'hospitalisation. Les chambres sont confortables, spacieuses et ont récemment été rénovées en profondeur pour vous donner le meilleur confort possible. Mais au-delà de l'hôtellerie, c'est bien entendu la qualité et la coordination des soins qui nous paraissent une priorité. Tout d'abord, une présence et une écoute infirmière permanente. Elles sont suffisamment nombreuses pour pouvoir passer un peu de temps auprès de vous, essayer de vous comprendre, essayer de réagir à vos besoins. Une psychologue est en permanence dans le service et seulement si vous en éprouvez le besoin, elle pourra être auprès de vous à tout moment. Les infirmières de coordination, dont vous avez vu précédemment le rôle, sont présentes et également leur rôle est de répondre à toutes vos attentes. La présence médicale est forte, avec une permanence des soins 24 heures sur 24, 365 jours par an, vous n'êtes jamais seul. Enfin, la sortie est un temps essentiel. Il était impossible de vous retrouver à l'extérieur de l'hôpital perdu. Tout est programmé, vos prochains rendez-vous, vos contacts avec des infirmières en ville, les nouveaux contacts avec votre médecin traitant et éventuellement des soins appropriés à votre état, comme par exemple la présence d'une infirmière de stomathérapie. La prise en charge de la douleur est une préoccupation majeure et nous avons mis en place
une organisation des structures pour répondre à cet impératif. Alors, la prise en charge de la douleur du patient opéré d'un cancer commence lors de la consultation anesthésique avec en fait le dialogue qui va s'instaurer avec le médecin anesthésiste qui va à la fois lui expliquer les différents temps de l'intervention et surtout du post-opératoire avec l'évaluation de la douleur sur une échelle analogique qui permettra une prise en charge adaptée avec un dialogue entre les différents soignants et le patient. Ce temps est absolument primordial parce qu'il permet aussi de déstresser le patient. Or, cette tension du patient va rentrer pour une part importante dans la douleur post-opératoire. Le deuxième temps, c'est après l'extubation du patient en salle post-interventionnelle. Le patient a une douleur qui se réveille peu à peu et à ce moment-là, donc, infirmières ou éventuellement médecins vont commencer l'évaluation et ce qu'on appelle la titration par des petites doses de morphine. Une fois le patient soulagé, il aura le plus souvent une pompe autopulsée à morphine qui permettra que le patient s'administre lui-même des petites doses adaptées à sa douleur. Le dernier temps, donc, qui incombe encore au médecin anesthésiste ou éventuellement une infirmière anesthésiste bien formée, est la visite en salle d'opération où, de nouveau, on cherchera à savoir si le patient a été correctement soulagé par sa pompe autopulsée ou s'il faut réadapter les doses administrées. Tout au long du parcours de soins, toutes les décisions sont prises par un groupe, par une concertation pluridisciplinaire. C'est ce qu'on appelle les RCP, les réunions de concertation pluridisciplinaire, acquisition majeure du premier plan cancer. Elles réunissent tous les acteurs de votre traitement, le chirurgien, l'oncologue médical, le radiothérapeute, le radiologue, l'anatomopathologiste, le spécialiste d'organes, le psychologue, le psychiatre, voire le gériatre pour les gens âgés. Dans mon département, une RCP est consacrée au cancer colorectal et à ses métastases. Le fonctionnement de ces réunions de concertation pluridisciplinaire est normé, reproductible, évalué en permanence. Toutes les conclusions sont informatisées et transmises à tous les acteurs de votre traitement, mais également, et c'est un point fondamental, à votre médecin traitant. Après la phase thérapeutique débute une période dont l'impact a souvent été sous-estimé. C'est ce que nous appellerons l'après-cancer. Un niveau médical, un niveau social. Niveau médical tout d'abord, c'est la surveillance de votre maladie et le dépistage précoce, la prévention d'une éventuelle récidive. Cette recherche d'une récidive, cette surveillance vous implique, vous devez être attentif, implique votre médecin traitant et également les infirmières de coordination qui vous ont suivi depuis le début. Mais toujours dans le niveau médical, c'est la recherche de formes familiales du cancer colorectal par une enquête génétique. Dans le cadre de la prise en charge des cancers colorectaux, le diagnostic des prédispositions héréditaires est très important, que ce soit pour le suivi du patient ou la prise en charge de ses apparentés. C'est dès le stade de l'analyse de la tumeur que nous pouvons avoir quelques indices, et c'est ensuite à la suite d'une consultation oncogénétique et d'une analyse de l'ADN du patient que nous pouvons faire le diagnostic des prédispositions héréditaires. Niveau social, enfin, peu étudié jusqu'à présent, avec comme objectif de reprendre une activité socio-professionnelle la plus normale possible. Pour certains d'entre vous, c'est difficile. Une prise en charge sociale va s'imposer, elle sera initiée à l'hôpital et poursuivie dans des structures extérieures, intégrées dans les très performants réseaux de cancérologie de l'Île-de-France. Les progrès de chaque discipline, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie et la coordination de l'ensemble permettent aujourd'hui de guérir beaucoup de patients atteints d'un cancer colorectal. 85 à 95% des patients sont définitivement guéris en l'absence de métastases ganglionnaires ou de métastases viscérales, foie, poumon. Les associations de chirurgie, de radiothérapie, de chimiothérapie permettent encore de guérir des patients avec des métastases limitées. Mais persiste un groupe de patients avec des lésions sévères, des métastases diffuses, pour lesquelles seule
un traitement palliatif n'est envisageable. La persistance de ce groupe, associée à la qualité des résultats dans les formes précoces, nous amène obligatoirement à poursuivre l'intensification des campagnes de dépistage.